Monsieur Sauger, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence parmi nous. Vous avez un parcours très riche. Vous avez eu vos débuts dans le journalisme. Vous avez été député dès 1993, sénateur en 2001. Et en 2014, vous serez élu premier questeur du Sénat. Donc ma première question sera la suivante. Vous avez connu les deux chambres parlementaires. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots leur fonctionnement ? On est en France sous le régime du bicamérisme. C'est-à-dire que vous avez, pour ceux qui ont fait du latin, bicamérisme, c'est deux chambres. Donc vous avez la chambre Assemblée nationale et la chambre haute, comme on dit, le Sénat. Il y a des propositions ou des projets de loi. Le projet de loi, c'est le gouvernement qui les fait, qui les propose, et les propositions de loi, ce sont les parlementaires. Il faut absolument qu'un projet ou une proposition passe obligatoirement par les deux assemblées et que les deux assemblées, au bout du compte, soient d'accord pour que la loi soit promulguée. Et si vous voulez, c'est pas facile parce qu'il y a 4000 lois en France. 4000 lois qui gèrent la société française, si vous voulez. Donc c'est vraiment très important le problème de faire la loi, d'être législateur. Les députés, bien sûr, la font, mais ils la font moins que les sénateurs, parce que les sénateurs ne s'occupent que des élus. Un sénateur, il est élu non pas par la population tout entière, mais par ce qu'on appelle les grands électeurs, c'est-à-dire des délégués des communes, des délégués des conseils généraux, des délégués des conseils régionaux et des députés. Bon, ça, ce sont les grands électeurs qui élisent les sénateurs. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel indirect. Bon. Et donc, avec ces deux assemblées, eh bien, ma foi, on essaie d'équilibrer la démocratie. Et je crois que c'est essentiel en France et dans le monde, parce que dans le monde maintenant, il y a 85 pays qui sont sous le régime du bicamérisme. Donc ça veut dire quand même que maintenant, de plus en plus, cette solution fait école. En quoi consiste le rôle du questeur du Sénat ? Le rôle de questeur, c'est pas de faire la quête, contrairement à ce que certains pourraient croire, mais c'est quelqu'un qui gère le Sénat. Si vous voulez, un questeur, il y a 3 questeurs, premier, deuxième et troisième, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et ces questeurs-là, ils gèrent leur assemblée. C'est-à-dire que souvent, c'est eux qui s'occupent bien sûr des finances, du fonctionnement, de l'intendance. En somme, ce sont des directeurs généraux dans une société privée, hein, à peu près. Au Sénat, il y a 1100 salariés. 1100 salariés, plus 348 sénateurs qui sont élus, donc ça fait beaucoup de monde dont il faut s'occuper. Et on a un budget de 325 millions d'euros. Certains pourront penser que c'est beaucoup. C'est pas vrai. Moi, je dis toujours, le Sénat, il coûte 5 euros par Français et par an. 5 fois 65, ça fait bien 325. Et effectivement, donc 5 euros par Français et par an, ça fait 325 millions d'euros. Voilà. Donc je pense que si vous voulez, c'est important, mais c'est le prix de la démocratie. Et de la même façon, l'Assemblée nationale coûte 7 euros, non pas parce qu'ils gèrent moins bien que le Sénat, mais parce qu'ils sont plus nombreux. Combien y a-t-il de questeurs ? Est-ce qu'ils sont élus ? Par qui ? Pour quel mandat ? En général, un sénateur est élu pour 6 ans. Son temps de 9 ans a été réduit à 6, et maintenant, le temps du mandat d'un sénateur, c'est 6 ans, comme les maires, les conseillers généraux, les conseillers régionaux. Les députés et le président de la République sont élus pour 5 ans. Bon. Donc 6 ans. Et par moitié pour le Sénat, c'est-à-dire que moitié des 348 pendant 3 ans, moitié du reste pendant les 3 autres années. Le président, lui, il est élu pour 3 ans. Les questeurs, les vice-présidents, les secrétaires sont élus pour 3 ans. D'accord. Voilà. Quelles sont les complexités de cette fonction ? Quelles sont les qualités nécessaires pour l'exercer ? Quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui souhaiteraient se lancer dans la politique ? Pour être questeur, je pense qu'il faut savoir compter et il faut savoir être juriste. La loi ne se décrète pas comme ça, donc il faut que les questeurs suivent évidemment toutes les lois de la France,
Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, puisqu'il y en a 4000, avec 100 000 règlements ou décrets d'application. Je ne sais pas si vous voyez, quand quelqu'un vous dit « nul n'est censé ignorer la loi », vous pouvez le prendre pour un imbécile parce qu'il ne sait pas. Bon. Avoir un esprit de synthèse et un esprit de commandement en même temps qu'un esprit de gestion. C'est ça un questeur. Ces trois qualités sont essentielles. Maintenant, quand on veut faire de la politique, alors moi, si j'ai quelques conseils à donner à des jeunes qui veulent se lancer en politique, la première des choses, c'est de vouloir s'occuper des autres. Bon. On est dans une société qui n'est pas toujours une société facile, humaine, il y a des laissés pour compte, etc. Il faut penser à ces gens-là. Et donc, il faut penser à ceux qui sont quelquefois les moins heureux, pour ne pas dire les plus malheureux. Donc, quand on pense aux autres, ça commence à avoir, j'allais dire, un relent de politique. Parce que si vous voulez faire changer les autres, il faut faire de la politique. Sinon, ce n'est pas possible. Alors, vous en faites pour la droite, vous en faites pour la gauche, vous en faites pour le centre, vous en faites ailleurs, etc. C'est vrai. Bon. Mais il faut avoir une philosophie politique au départ. Vous ne pouvez pas vous laisser embarquer dans n'importe quel parti si vous n'avez pas les idées de ce parti. Donc, d'abord, voir un peu, si vous êtes jeune, vous regardez pour étudier un petit peu quels sont les partis, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Ensuite, vous allez dans celui qui vous plaît le plus. Et à ce moment-là, vous militez et vous essayez d'être un candidat de tel parti à des élections. Et après, ma foi, vous essayez de faire un cursus comme maire, comme président d'un conseil général, comme conseiller général, enfin départemental ou régional, et comme député. Et puis après, sénateur. Nous arrivons tout doucement vers la fin de cet entretien. Vous avez eu une vie politique extrêmement riche. Avez-vous peut-être une anecdote à partager avec nous, une personnalité marquante que vous souhaiteriez mentionner ? Là, une des premières anecdotes qui me soit arrivée, c'était lorsque j'étais journaliste à la télévision. Et il y avait eu l'inauguration de la foire de Lyon en 1968 par le général de Gaulle, qui à l'époque était président de la République. Et j'avais remarqué que le général de Gaulle, lorsqu'il ne savait pas quoi dire, disait « c'est bien, c'est nouveau ». Et alors, le protocole le fait arrêter devant le stand de la Chine. C'était une des premières fois où la Chine avait un stand dans une foire française. Bon. Et alors le protocole le fait arrêter, et de Gaulle regarde, puis il n'y avait pas grand-chose qui sortait de l'ordinaire. Il dit « c'est bien ». Et moi, je ne le laisse pas finir. J'étais journaliste à l'époque et juste à côté de lui, quoi, si vous voulez, en face de lui, avec mon micro. Et je lui dis « c'est nouveau ». Bon, c'est bien, c'est nouveau. Donc lui avait dit « c'est bien », moi j'ai dit « c'est nouveau ». Et il savait que je savais, donc il m'a regardé et il a souri. Bon, c'était une anecdote amusante parce que lorsque j'en ai parlé à un de ses fils, Philippe de Gaulle, il m'a dit « je le mettrai dans mon bouquin suivant sur mon père ». Voilà. Merci pour la petite histoire. Je vous en prie. Messieurs, dames, c'est la fin de cette interview. À la prochaine, au prochain numéro.